Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Médien TV. Alternative est rendez-vous hebdomadaire, vous le savez maintenant, pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Focus aujourd'hui sur la violence extrême qui regagne en intensité dans la région du Sahel. L'actualité illustre chaque jour un terrorisme qui va crescendo dans cette zone stratégique de l'Afrique. C'est au Burkina Faso que cette violence s'est tout récemment manifestée dans le centre-nord du pays, dans la province de Santa Menga, mais aussi à Inata, dans la province de Soum, un pays meurtri donc par un terrorisme qui regagne du terrain et qui engendre de lourds bilans humains, tant au sein de la population civile que dans les rangs de l'armée. Et le Burkina Faso n'est que la partie visible de l'iceberg d'une problématique en pleine mutation dans cette zone du continent, des menaces qui évoluent en permanence et un fléau qui exige donc des réponses nouvelles, mais surtout adaptées. Des défis majeurs donc qu'il reste à relever et que nous allons explorer tout de suite avec Béatrice Messa, chercheuse et professeure affiliée à l'Université internationale de Rabat, également auteur de l'ouvrage « Les groupes armés au Sahel, conflits et économie criminelle au nord du Mali ». Bonjour à vous et bienvenue Béatrice Messa. Bonjour, merci beaucoup Nadia. Alors on vient de le voir, le terrorisme reprend malheureusement en intensité au Sahel et notamment au Burkina Faso. Le fléau donc persiste, mais surtout il s'impose comme défi névralgique aux autorités locales qui ne peuvent avancer dans la sécurité et dans la paix dans leur pays. Alors comment expliquer ce regain d'extrémisme violent aujourd'hui ? C'est intéressant parce qu'actuellement, en fait, et pourquoi maintenant nous sommes des vents montées de cet extrémisme violent, qui n'est pas nouveau, parce qu'il faut se rappeler que depuis les années 90, la région du Sahel souffre d'une violence qui vient de la part de groupes sécessionnistes, sauf que maintenant, il n'y a pas que des groupes sécessionnistes, il y a aussi des groupes qui utilisent le djihad comme idéologie pour aussi semer la terreur, mais surtout parce qu'il y a des objectifs qui sont de nature plutôt et politique et des objectifs de caractère économique qui est lié à l'économie criminelle. Bien. Ce qui est vraiment actuellement important, c'est de voir qu'effectivement, il y a des pays comme au Burkina Faso, que dans les derniers 6 ans souffrent des attaques systématiques avec un bilan de 12 000 morts, 12 000 morts et plus d'un million de déplacés. Et récemment, on vient de vivre aussi une attaque qui était l'attaque sans précédent dans les territoires burkinabés avec 49 gendarmes qui ont été assassinés. Cette attaque et des autres attaques coïncident avec une nouvelle dynamique de protestations au Burkina Faso qui réclame la démission du président Rochmark, qui réclame aussi la sortie des forces spéciales françaises du territoire burkinabé. Il y a une colère contre cette présence étrangère et ce mouvement de protestation sociale nous rappelle aussi la même dynamique du Soudan où les militaires reviennent au pouvoir après une révolution sociale inachevée. Nous rappelle aussi le Mali qui a protagonisé une protestation sociale inédite qui a fait tomber aussi Ibrahim Boubacar Keïta, accusé de la montée de l'insécurité au pays et qui a fait que le militaire revient au pouvoir de la même manière. Donc, si vous voyez globalement, il y a le retour des élites militaires de la scène sahélienne justifié par la montée de l'insécurité. Et voilà, je pense que ce genre d'attaques envoient des messages politiques. Et donc, on se pose des questions, Nadia, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait en termes sécuritaires de la région ? Parce que malgré les opérateurs de maintien de la paix, malgré la présence internationale à travers, par exemple, le Barkhane, on produit beaucoup plus de l'insécurité. En essayant, produisant de la sécurité. Non ? Donc ça, c'est vraiment à réfléchir. Et d'un autre côté, on ne peut pas oublier qu'il y a effectivement une multiplication des groupes armés, parallèlement à la multiplication des opérateurs sécuritaires. Et ces groupes armés sont en train de se renforcer à travers cette économie criminelle qui est très, très puissante de la région, mais aussi, il y a une force majeure qui est le capital humain, c'est-à-dire la majeure préoccupation que je sens, c'est toute une jeunesse
que voit dans la violence une sorte de métier, hein, la violence comme métier, une possibilité à émerger, à être reconnue. Ça, c'est un problème. Ouais. Alors, exactement, une véritable évolution des deux côtés, hein, et vous venez de le décrire. Comme vous venez de le dire, ce terrorisme en puissance prend de nouveaux visages, plusieurs visages, il évolue en permanence, hein, les menaces sont désormais multiples. Alors, sortir de l'approche sécuritaire semble évident et a été même abordé par plusieurs autorités, mais est-ce suffisant, Béatrice Messa? Comment appréhender justement le contexte actuel qui évolue de manière permanente et très vite? Et après, en sachant que ce qu'on est en train d'expliquer, il y a une perspective maintenant de 10 ans, 15 ans de violence. Donc, je le dis, je le répète, la voie militaire toute seule ne donne pas les résultats efficaces. Nous l'observons actuellement avec l'opérateur régional du 5 Sahel, ce mécanisme-là qui est fortement soutenu par l'Union européenne et qui ne donne pas de résultats efficaces, encore une fois. Donc, il faut passer par la négociation politique avec les groupes armés, compris ce groupe djihadiste. C'est une négociation qui n'est pas nouvelle parce que maintenant il est déclaré comme voilà quelque chose de nouveau qui tombe du ciel. Non, il y a eu déjà des expériences de négociation politique lors des régimes des ATT au Mali, lors des Campore au Burkina Faso, lors des Gaddafi étant en Libye aussi. Hein. Donc il y a eu tout le temps des négociations politiques qui nous ont amené des accords de non-agression et qui ont permis une sorte de statu quo de la région parce que ce genre des accords, qu'est-ce que permettaient? C'est pas que d'éviter une violence, sinon de partager le revenu qui venait à travers une économie criminelle et aussi, bien sûr, à travers des trafics, des produits illicites, non? Donc, la négociation politique pour neutraliser la violence, et notamment par rapport à cette agenda économique qui est fondamentale, et actuellement, surtout parce qu'il y a une découverte encore de l'or, Burkina Faso, aussi au Mali et ailleurs. Donc, encore une fois, c'est très important de considérer pas que la piste militaire, parce que ça ne fonctionne pas, sinon aussi cette piste-là de la négociation politique avec tous les groupes armés de la région. Encore une fois, on ne parle pas des groupes djihadistes, il y a aussi d'autres groupes armés sécessionnistes. Et encore une fois, il y a une hybridité entre le narco, le trafic de drogue, les coupeurs de route, le djihadiste, les sécessionnistes, etc. Donc, vraiment, c'est très important actuellement de passer par la négociation. Ouais. Important de passer par la négociation. Alors cette piste que vous venez de développer sur la négociation politique comme porte possible pour résoudre le conflit est un peu un tremplin pour parler justement éventuellement du rôle du Maroc, un rôle que le Maroc a été amené à jouer, un rôle important, clé selon même certains observateurs, un rôle notamment de médiateur. Alors, quel regard vous posez, vous, sur l'évolution de l'action du Royaume dans cette région de l'Afrique en tant que médiateur ? Oui, exactement, Nadia. Le rôle du Maroc est extrêmement important aujourd'hui en termes géopolitiques. Il joue le rôle de médiateur. Et c'est à travers cette médiation pour la résolution du conflit ou pour la gestion du conflit que le Maroc arrive à se positionner dans la région, arrive à avoir de l'influence. Et ce qui est intéressant, qu'à travers la médiation ou la négociation, le Maroc il devient évidemment une puissance régionale incontournable. Non, on le voit, on l'a vu à travers la Libye, comment il a participé de ces négociations pour s'y aboutir à une sorte de paix. Et on le voit aussi à travers le Sahel. Il y a une coopération religieuse avec le pays sahélien. Vous savez très bien que nous sommes en train de former des oulémas, des morshidat, des imams ici et au Maroc pour faire face à la montée des idées radicales. Ça, c'est important. Mais plus loin de la coopération religieuse, il y a aussi une coopération militaire, il y a aussi une coopération économique. Et donc, tous ces genres de volets situent le Maroc dans une carrière de compétition importante vis-à-vis d'autres puissances régionales qui également cherchent aussi à avoir de l'influence et être présentes. Mais il faut dire maintenant, le Maroc participe activement dans la région de Sahel, chose qui est nouvelle et qui pose problème aussi aux pays voisins. Mais ça, c'est intéressant géopolitiquement, non? Et donc, je trouve qu'effectivement, maintenant, on n'est plus un pays observateur, on est un pays actif qui participe de l'agenda géopolitique sahélienne.
Voilà le Maroc, donc, qui participe à la résolution des conflits dans cette zone stratégique et névralgique de l'Afrique. Le Maroc qui avait, on l'a vu sur ces images, récemment reçu le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, et qui parlait lui aussi précisément d'une approche holistique, donc pour sortir du tout sécuritaire pour la résolution des conflits en Afrique. Merci Béatrice Messa pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes chercheuse et professeure affiliée à l'Université internationale de Rabat, mais également auteure de l'ouvrage Les groupes armés au Sahel. Merci à vous, c'est la fin d'Alternative. Je vous dis donc à la semaine prochaine.